Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence portant sur la poursuite de vos études à l'éducation des adultes. Je suis Geneviève Gauthier, conseillère d'orientation au Centre de services scolaires de Laval depuis bientôt 15 ans et il me fera plaisir aujourd'hui de prendre du temps avec vous afin de répondre à la grande question « À quoi dois-je m'attendre lorsque je choisis de poursuivre mes études dans un centre de formation pour adultes à Laval? » Avant de commencer, je vous inviterai à maintenir vos micros fermés, s'il vous plaît. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence. Donc, vous pouvez soit les noter ou encore nous les écrire directement dans la section du clavardage. Et à la fin de la présentation, qui devrait durer environ 40-45 minutes, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions avec grand plaisir. Alors, pendant la conférence d'aujourd'hui, voici les grandes lignes qui seront abordées. Donc, je vais comparer pour vous le fonctionnement en classe et le fonctionnement de la formation à distance. Je vais prendre le temps également de vous expliquer de quelle façon votre classement sera effectué pour déterminer à quel niveau vous allez commencer votre formation en arrivant dans l'un de nos centres. Je vais également présenter à quoi ressemblera votre parcours de formation tout au long de l'année scolaire pendant que vous êtes dans l'un de nos centres. On va faire ensemble un survol de ce qui est obligatoire pour obtenir votre diplôme à l'éducation des adultes, puisque les règles sont un petit peu différentes de celles du secteur des jeunes. On va explorer également nos préjugés, les préjugés qui circulent en fait, les fausses croyances sur l'éducation des adultes, parce que parfois ça peut créer des inquiétudes inutilement. Alors, on va prendre du temps ce soir pour les déconstruire un petit peu. Avant de conclure la conférence, évidemment, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour favoriser votre réussite pendant votre passage dans l'un de nos centres. Et évidemment, en fait, je vais vous présenter de quelle façon vous pouvez vous inscrire lorsque votre choix sera fait de poursuivre dans l'un de nos centres d'éducation. Alors, sans plus attendre, on commence. Alors, la première question à se poser avant de continuer, c'est est-ce que je suis admissible à l'éducation des adultes? Parce que c'est un point qui est super important. Il y a un âge minimum pour être admissible dans l'un de nos centres et c'est 16 ans avant le 30 juin de l'année en cours. Ça veut dire que pour m'inscrire, par exemple, à l'automne prochain, je devrais avoir eu 16 ans avant le 30 juin. Donc, les élèves qui seront admissibles à l'éducation des adultes l'an prochain seront ceux qui sont nés avant le 30 juin 2005. C'est super important de le savoir parce que cette règle-là, elle est incontournable. On ne peut pas faire d'exception. Si vous n'avez pas 16 ans avant le 30 juin, c'est que votre place est encore réservée au secteur des jeunes. Et à ce moment-là, je vous réfère vers vos conseillères d'orientation du secteur jeune pour vous guider et vous accompagner dans le cheminement pour l'an prochain. Alors, vous avez 16 ans, vous êtes admissible, parfait, vous devez choisir un des centres de formation parmi nos 5 centres offerts au centre de services scolaires de Laval. Donc, sur le territoire, on en a 5 qui sont situés à différents endroits sur l'île de Laval. Chacun offre des services qui peuvent être un petit peu similaires, mais chacun a également des particularités, des exclusivités au niveau des services et c'est important de bien identifier celui qui vous convient quand vient le temps de faire un choix de centre de formation. Pour choisir le bon, évidemment. Et il y a également le facteur géographique qui peut peut-être influencer votre décision, étant donné que vous êtes responsable de votre transport en étant à l'éducation des adultes. Le transport n'est plus fourni par le secteur, comme au secteur jeune. Alors, l'emplacement géographique pourrait être un enjeu. C'est important de savoir où sont localisés nos centres. Alors, je commence en vous parlant du CQPEL, le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval. Lorsqu'on s'y inscrit, en fait, le but est d'intégrer le marché du travail. Donc, on y offre de la formation générale combinée avec des stages. L'un ne va pas sans l'autre au CQPEL. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de notre parcours là-bas, on obtient une qualification qui s'appelle un CFMS, donc une certification de formation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé. Ce centre-là est situé dans Vimont, donc sur le chemin du Trait-Carré. Le centre de formation Les Berges, on reste dans Vimont, mais on se transporte plutôt sur la rue Cunard cette fois-ci. Donc, aux Berges, comme vous voyez, on offre 3 services de formation différents. Donc, l'alphabétisation et le préscolaire, la formation générale et la francisation. Lorsque vous voyez des astérix à côté de certains services de formation, c'est parce que c'est des services que vous allez aussi retrouver dans d'autres centres. C'est des services, justement, pour lesquels, si vous êtes concerné, vous allez avoir un choix de centre de formation. Vous ne serez pas limité à un centre en particulier, comme par exemple le CQPEL si on visait l'obtention d'un CFMS. Alors, aux Berges, l'alphabétisation et le préscolaire, c'est une formation qui vise à travailler les notions de base avant d'intégrer la formation générale, avant d'aller en secondaire 1. Donc, si j'ai des notions qui sont plus ou moins bien maîtrisées, il se peut que j'ai besoin de faire du préscolaire et aux Berges, ça sera possible de le faire. La formation générale, c'est tous les cours qui sont nécessaires pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, tout ce qui est secondaire 1 à 5, matières de base, matières enrichies, chimie, physique, mathématiques enrichies, les cours optionnels, donc tout ce qui est nécessaire pour obtenir le DES est offert en formation générale. On y offre également aux Berges le service de francisation.
Donc, le but, c'est de développer des habiletés en langue française. C'est destiné à une clientèle qui est allophone, donc qui ne parle pas français. On se transporte maintenant dans Saint-François, au centre de formation L'Impulsion, sur le boulevard Lévesque. Comme vous voyez, on y offre également l'alphabétisation et le présecondaire. On offre la formation générale. On retrouve un nouveau service ici, l'intégration sociale. En fait, cette clientèle-là, ce service-là vise des adultes qui vivent des difficultés, au niveau psychologique, physique, intellectuel ou social. Le but, c'est de développer des habiletés de vie, d'amener l'élève vers un certain niveau d'autonomie. Donc, au niveau de l'intégration sociale, voilà ce qui en fait le tour. Les formations axées sur l'emploi offertes à l'Impulsion, en fait, cette clientèle-là, ce sont des adultes qui visent l'accès au marché du travail avec une certification qui reconnaît leurs habiletés et leurs compétences. Donc, au niveau des formations qui vont être offertes, le but, c'est de les identifier, de les développer. Et ensuite, il y a un certificat qui est remis pour favoriser l'intégration sur le marché du travail. On se transporte maintenant dans Sainte-Rose, au centre de formation Le Tremplin. Comme vous voyez, on y retrouve encore la formation générale et l'intégration sociale. Donc, je les ai déjà expliqués auparavant. On est sur la rue Honoré-Mercier. Et là, je reste dans la même bâtisse, rue Honoré-Mercier toujours. On est rendu à la formation à distance, appelée la FADA. À la FADA, en fait, on retrouve encore une fois les services de formation générale. Donc, pour résumer, si vous devez faire du présecondaire et de l'alphabétisation ou de l'alphabétisation, en fait, avant d'intégrer le secondaire, vous pouvez le faire soit au Berge ou à l'Impulsion. Et si vous êtes plutôt de niveau secondaire 1 à 5, vous visez l'un de ces niveaux-là dans les matières de base ou les matières optionnelles. À ce moment-là, vous avez le choix de Berge, Impulsion, Tremplin ou FADA. Donc, vous avez 16 ans, vous avez choisi votre centre de formation, mais peut-être que vous hésitez encore parce que la FADA vous intéresse. Donc, afin de faire un choix entre les deux, je vais vous présenter le fonctionnement en classe versus le fonctionnement à la formation à distance. Alors, lorsqu'on est en classe, le mode d'enseignement est individualisé. Ça veut dire que chaque élève est à sa place, travaille dans son module de façon individuelle. L'enseignant ne donne pas un cours magistral, mais il est là pour offrir un enseignement qui va justement être individualisé et va prendre les élèves un à un pour répondre chacun à vos questions, prendre un moment en privé, si on veut, devant la classe, mais en privé pour répondre à vos questions. Donc, je travaille dans mon module. Au moment où j'ai une question, je suis bloquée, j'essaie de voir si je peux comprendre et lorsque j'ai besoin de l'enseignant, en mettant mon nom au tableau, on passe chacun un tour de rôle et il y a un enseignement qui est fait au quotidien avec chacun des élèves. Les classes sont séparées par matière et même par niveau en quelque sorte. Parce qu'exemple, les mathématiques secondaires 1-2 vont être offertes dans une classe et c'est une autre classe, un autre groupe séparé qui va se voir enseigner les mathématiques secondaires 3, 4, 5. Même chose au niveau du français. Le secondaire 1-2 est séparé du secondaire 3, 4, 5. Français et maths ne se donnent pas dans la même classe, il y a vraiment un enseignant différent pour chaque matière. Et au niveau de l'anglais, par contre, là, on a une classe qui est mixte de secondaire 1 à 5. Mais ce qui veut dire justement que dans une classe, l'enseignement n'est pas magistral parce que je suis à ma place. Je suis peut-être dans mon dernier module de français 5e secondaire alors que l'élève à côté de moi est dans son module de 3e secondaire. Lorsque l'enseignant se rend compte qu'il y a des notions, des questions qui reviennent, il y a des capsules magistrales qui vont être données, il y a des ateliers qui peuvent être faits en groupe, il y a même du travail en groupe qui se fait. On n'est pas entièrement tout seul devant son module. C'est important de comprendre qu'il y a de l'enseignement qui est fait au quotidien à chaque période. Vous êtes accompagné de façon très régulière. Normalement, l'enseignement est fait en mode présentiel, donc vous choisissez un horaire au début de l'année, vous êtes obligé de le respecter. On s'attend à un certain taux de présence de votre part. Actuellement, je ne vous apprends rien, c'est un petit peu compliqué. Donc là, le mode est en mode hybride, l'enseignement est en mode hybride. Donc, dans tous nos centres, actuellement, on fait moitié-moitié, une partie en classe en présentiel et une partie en classe virtuelle. L'enseignement en classe virtuelle est tout aussi encadré que l'enseignement en mode présentiel, puisque l'enseignant prend les présences, il répond à vos questions, il travaille avec une plateforme, exemple Zoom, où est-ce qu'il peut voir tous ses élèves, vous travaillez de la maison, mais vous avez accès à votre enseignant à tous les jours, à toutes les périodes, comme si vous étiez en classe. On souhaite un retour en présentiel le plus tôt possible. Pour l'instant, il faut prendre pour acquis qu'on est en mode hybride encore jusqu'à nouvel ordre. Justement, je l'ai souligné, mais je tiens à le redire, les présences sont obligatoires, là. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, l'horaire que vous allez choisir devra être respecté. Et si ce point-là vous dérange un petit peu, c'est peut-être parce que vous êtes plutôt un client pour la formation à distance. Alors, la formation à distance, justement, a l'avantage de ne requérir aucune présence de votre part. Vous travaillez de la maison, vous travaillez de l'endroit qui vous convient, en fait. À l'école, on ne vous attend pas selon un horaire fixe. On ne vous attend pas du tout, en fait, à moins de prendre rendez-vous avec votre enseignant. Les déplacements sont vraiment
réduit au minimum, c'est-à-dire que vous allez procéder à votre inscription en ligne. Le secrétariat va vous contacter, va vous inviter à venir une première fois pour compléter votre inscription. Vous allez venir faire votre paiement, prendre vos modules. Si vous avez des questions, vous pouvez même aller rencontrer vos enseignants. Et ensuite, vous partez, vous travaillez de la maison. Vous allez revenir par la suite faire vos examens, parce qu'évidemment, les examens doivent être faits en salle de classe, en salle de test, pardon. Donc, les examens sont faits selon les normes du ministère. C'est très réglementé comme fonctionnement. Les modules avec lesquels vous allez travailler, généralement, sont les mêmes que ceux avec lesquels vous auriez travaillé en classe. On travaille avec des modules papier. Selon la matière, selon l'enseignant, généralement, ce sont les mêmes choses. Il peut arriver en formation à distance qu'une version électronique existe, et si l'enseignant juge qu'il est plus facilitant de travailler avec ce support-là, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de module papier. La secrétaire va vous informer justement de comment récupérer vos documents s'ils sont en version électronique. C'est certain qu'il faut être à l'aise avec les technologies lorsqu'on travaille en formation à distance parce qu'il y a beaucoup de communication qui se fait de cette façon-là. Une des grandes différences, en plus des présences qui ne sont pas requises lorsqu'on est en formation à distance, c'est que lorsqu'on s'inscrit à la FADA, vous devez remettre des devoirs en plus de votre module. C'est-à-dire qu'on travaille avec le même livre que si on était en classe, mais à la FADA, on ajoute des devoirs qui doivent être faits de façon ponctuelle afin de valider si vous maîtrisez bien votre matière. Parce que l'enseignant, comme il n'a pas le bonheur de vous voir à tous les jours en classe avec les autres élèves, sa façon de valider que vous vous dirigez, que vous êtes sur le bon chemin, que vous vous dirigez bien vers votre examen, c'est de corriger donc vos devoirs. Pour chaque module, il pourrait y avoir 1, 2, 3, 4, 5 devoirs, dépendamment de la matière. Et une fois que tout ça est bien complété, l'enseignant s'est assuré que vous étiez prêt à aller en examen. Et les devoirs, à une autre époque, évidemment, étaient remis soit en personne ou par la poste. Maintenant, on va voir le positif dans tout ça. On a facilité le tout et c'est remis via la plateforme. On travaille beaucoup avec la plateforme Moodle qui est accessible par le bureau virtuel. Ne vous inquiétez pas. Si les technologies vous font un petit peu peur ou que ce que je vous dis là sonne un petit peu chinois, on a quand même, les enseignants vous accompagnent là-dedans. Le personnel professionnel, le conseiller d'orientation, la direction, la secrétaire, tout le monde est là pour vous expliquer de quelle façon les utiliser et ça devient un jeu d'enfant après peu de temps, je vous rassure. Un des grands avantages, une de nos grandes forces à Laval, c'est que la formation à distance n'est pas seulement la formation à distance, mais on a rajouté un joli petit A à la fin, la formation à distance assistée. Cette notion-là de formation assistée est super intéressante parce que justement, les enseignants sont disponibles pour vous recevoir en classe. Donc, on peut communiquer par téléphone, on peut s'écrire par courriel, on peut se parler par Zoom ou par les différentes plateformes d'enseignement. Et parfois, ça fait du bien de venir s'asseoir avec l'enseignant parce qu'on ne comprend juste pas, parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de support. Et donc, nos locaux sont installés de sorte qu'un élève pourrait venir s'asseoir et travailler dans une classe avec l'enseignant à proximité. Parce que je sais que là, j'ai frappé un mur et je vais avoir plusieurs questions. J'aimerais ça pouvoir parler à mon enseignant quelques fois dans la soirée. Bien, il est possible de venir le faire. Et ce n'est pas nécessairement sur rendez-vous, c'est avec ou sans rendez-vous. Il y a des périodes où les enseignants se réservent vraiment du temps avec rendez-vous et d'autres moments où c'est vraiment libre. Les élèves peuvent venir travailler en classe dépendamment de la matière et de l'horaire du prof. Dernière information sur la formation à distance. On vous recommande le 3e secondaire et plus. Comprenons-nous bien, secondaire 1 à 5, tout est offert en formation à distance. Il est possible de s'y inscrire, peu importe votre niveau, tant que c'est de niveau formation générale, secondaire 1 à 5. Par contre, comme le secondaire 1-2 porte plus sur les notions de base, évidemment, il y a des notions un petit peu plus difficiles à acquérir et on vous recommande, on préfère vous les enseigner en faisant un suivi avec vous qui est plutôt un suivi quotidien et non pas à distance une fois de temps en temps, question de vraiment solidifier les bases de vos apprentissages. Au niveau du secondaire 3, 4, 5, généralement, ça va très, très bien. Mais c'est un peu pour la même raison que l'alphabétisation et le présecondaire ne sont pas offerts en formation à distance. On préfère avoir les élèves en classe pour les accompagner, faire un suivi un peu plus serré. Donc, si vous êtes de niveau secondaire 1-2 et que vous avez la chance de venir en centre, c'est ce qu'on vous recommande. Par contre, si vous n'avez pas les dispositions d'horaire physique et tout ça pour venir en classe, on préfère quand même vous avoir en formation à distance pour vous permettre de cheminer dans votre parcours scolaire. C'est possible de le faire. C'est simplement recommandé de commencer en 3e secondaire la formation à distance. Parlons-en du classement, parce que je fais des différences un petit peu depuis tout à l'heure entre le secondaire 1-2, le présecondaire et la poursuite au 2e cycle. De quelle façon est-ce qu'on va déterminer où est-ce que vous êtes rendu dans vos études? C'est qu'au moment de l'inscription, c'est assez simple, vous allez nous fournir vos derniers bulletins relevés de notes. On va chercher tout ce qu'on peut trouver comme information pour déterminer à quel niveau, quel est le dernier niveau que vous avez complété et réussi.
Donc, on ne veut pas seulement avoir un niveau complété qui aurait pu être en échec, on va fouiller pour trouver les derniers niveaux qui ont été complétés et réussis parce que c'est au niveau suivant qu'on va vous classer. Donc, c'est aussi simple que ça. Dès qu'on voit un exemple français 2 réussi, on vous met en secondaire 3. Il se peut que votre maths 3 soit réussi et vous soyez en maths 4. Donc, on fait le tour de tout ça pour s'assurer de faire le bon classement. Ce qui est intéressant de savoir, en fait, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse, vous encourager à persévérer dans vos études d'ici la fin de l'année scolaire. Si vous êtes en ce moment au secteur des jeunes, parfois au mois de mars, on s'essouffle un petit peu, la fin de l'année approche, on sait qu'on va transférer au secteur adulte et certains élèves ont tendance un peu à baisser les bras et à se dire, bon, ben c'est pas grave, je vais continuer rendu aux adultes. Par contre, c'est important de savoir qu'aux adultes, justement, on cherche le dernier niveau qui a été réussi. Donc, si votre année a été faite aux 3/4, on ne continue pas pour le restant, pour le quart restant. En fait, on va reculer puis on va vous faire recommencer cette année-là. Donc, on veut vous encourager à persévérer parce que s'il est possible d'aller chercher une réussite d'ici la fin de l'année, faites-le comme ça. Vous arrivez dans l'un de nos centres et on passe au niveau suivant. On ne reprend pas tout le travail qui a été fait. Vous en mettez de l'énergie dans vos études et idéalement, on essaie de récolter tous les fruits possibles. C'est pas possible de continuer justement une année qui est déjà commencée parce que, vous l'avez un petit peu vu tout à l'heure, notre enseignement est fait de façon différente. Notre enseignement c'est la même matière, c'est le même contenu, mais il est divisé différemment et les examens ne sont pas les mêmes. Donc, on ne pourrait pas dire, j'ai déjà fait quelques examens depuis le début de l'année, je viens finir aux adultes, ça ne se fait pas. Alors, dernière petite parenthèse justement là-dessus, à chaque année au mois d'août, on a des élèves qui viennent nous voir en disant, j'ai tout réussi sauf mon volet écriture en français 5. Je veux refaire le volet écriture seulement. Ça ne se fait pas. On n'a pas ce volet-là. Notre matière n'est pas séparée comme ça. Donc, pour reprendre seulement une partie de quelque chose échoué, ça doit vraiment être fait au secteur jeune. Quand vous arrivez chez nous, on recommence tout. Donc, un élève qui a fait tout son secondaire 5 et qui a que l'écriture d'échoué, en arrivant aux adultes, on refait tout le secondaire 5 en français aussi. Donc, je le répète, je vous encourage à donner encore un dernier effort. La fin de l'année approche et il y a peut-être des choses qui sont récupérables encore. Si jamais vous n'avez pas de classement, justement, si jamais vous avez eu plusieurs échecs, vous ne savez pas exactement où vous êtes rendu où, ça fait longtemps que vous avez fréquenté un centre de formation ou que vous êtes allé à l'école, alors nous, on a des possibilités d'aller déterminer à quel niveau vous êtes rendu, même si on ne l'a pas sur papier, sur un bulletin et tout ça. On va prendre le temps de vous évaluer à ce moment-là. En choisissant de vous inscrire au berge, à l'impulsion ou au tremplin, ce qu'on applique à ce moment-là s'appelle l'approche diagnostique. L'approche diagnostique permet d'avoir l'heure juste sur vos forces et vos faiblesses, vos forces et vos points à travailler, en fait, parce qu'on est capable d'aller identifier justement qu'est-ce qui est bien acquis et qu'est-ce qui est encore à travailler. Ça dure quelques jours. Donc, pendant la semaine, pendant 2 semaines peut-être, chacun de vos enseignants vont vous donner des activités d'évaluation. Alors, vous avez le temps de vous reprendre. Quand une journée, ça va moins bien, on se reprend le lendemain. Donc, vraiment, on a un portrait très, très juste de ce que vous maîtrisez et ce qui est à travailler à partir de ces 2 semaines d'exemple de travail-là, de ces quelques journées de travail-là, l'enseignant est capable de nous dire, mon élève doit commencer en français secondaire 3 ou en mathématiques secondaire 2. Et on part avec ça. Si jamais vous choisissez la formation à distance, étant donné qu'on n'a pas le plaisir de vous avoir avec nous tous les jours, on est obligé d'appliquer la bonne vieille méthode qui sont les tests diagnostiques. Donc, à ce moment-là, 3 matières de base pour lesquelles on doit vous classer, français, anglais, maths, 3 passages en salle de test d'environ 2 heures chacun pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est à travailler et qu'est-ce qui est maîtrisé. Donc, de la même façon qu'on le fait avec l'approche diagnostique, une fois que les résultats sont sortis, le conseiller d'orientation met ça dans votre dossier et ça nous donne un niveau auquel on sait qu'on peut vous faire commencer votre formation. Un autre avantage de poursuivre à l'éducation des adultes, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, nos matières sont divisées par modules. Donc, c'est vraiment pas comme au secteur jeune, la matière est découpée en morceaux. Par exemple, donc, si ma matière a 3 modules différents, je pense par exemple à la mathématique 3e secondaire, divisé en 3 modules différents, un examen par module. Donc, j'aurai 3 examens à faire. J'aurai besoin donc d'avoir mes 3 notes finales pour que mon cours soit reconnu comme complété et réussi. Il n'y a pas d'examen récapitulatif à la fin. Donc, ça, c'est un avantage que certains vont probablement retenir. Ma matière est séparée en 3 examens, en 3 modules, alors je vais avoir 3 examens à faire et mon dernier examen ne sera pas un examen qui vient chercher la matière des 2 autres. C'est intéressant justement parce que tout à l'heure, je vous disais, au secteur jeune, si on ne finit pas l'année, malheureusement, elle n'est pas considérée comme étant complétée et réussie. Mais quand on est aux adultes, si je ne termine pas, il n'y a pas d'année à terminer en fait. C'est qu'au moment où j'ai fini un module, je fais un examen, parfait, c'est banqué, c'est au ministère de l'Éducation. Je poursuis dans mon 2e module, je suis prête à faire mon examen, ça s'en va au ministère de l'Éducation. Il m'arrive un pépin, je dois retourner sur le marché du travail, je dois interrompre mes études pour différentes raisons.
bien, quand je vais revenir, mes 2 examens sont encore là, sont encore au ministère, même si c'est 5 ans, 10 ans plus tard, ils vont rester là et je n'aurai pas à recommencer mon mathématique secondaire 3 du début. Je vais pouvoir le poursuivre avec le dernier tiers qui me restait. Il me restait un livre à faire, mais quand je reviens 5 ans, 10 ans après, il me reste un livre à faire. Donc ça, c'est un des grands avantages de l'éducation des adultes, c'est que peu importe on entre et on sort quand, lorsqu'on revient, ce qui est fait reste fait. On n'a pas besoin de reculer la matière à partir du commencement. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais prendre la peine de le répéter, les examens se font vraiment en tout temps dans l'année, donc on n'est pas prisonnier du rythme du ministère. Lorsqu'un élève, quand on parle de travailler à son rythme, c'est beaucoup rattaché à ça, c'est-à-dire que mon examen, si je suis prête à le faire en septembre, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais le faire en septembre. Les examens ont lieu tout au long de l'année et pratiquement chaque jour de la semaine. Chaque centre de formation a sa salle de test qui est ouverte pour répondre justement aux besoins de l'élève, de parfois aller assez vite et assurément faire l'examen dès la fin d'un module, ne pas attendre que tout le monde ait fini, exemple au mois de décembre. J'espère que tout ça est clair. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le clavardage si vous en avez. Je vais vraiment prendre le temps de me répéter effectivement, mais de répondre à vos questions à la toute fin. Il est temps de parler maintenant de la planification de votre parcours de formation. Donc, au moment de vous inscrire, il va vous être demandé dans quel but vous faites votre inscription, dans quel but vous venez poursuivre vos études à l'éducation des adultes. Donc, il y a plusieurs raisons possibles. Hein. Ça peut être parce que je veux compléter mon diplôme d'études secondaires. Ça peut être parce que je veux m'en aller vers la formation professionnelle et j'ai des préalables à compléter au niveau de français, anglais, mathématiques. Ça peut être parce que j'ai mon DES, mais je veux aller compléter des préalables pour mes études supérieures, donc au niveau du collégial ou de l'université. Donc, pour ces différentes raisons-là, certains élèves viennent s'inscrire chez nous. Vous le dites à l'inscription. Si votre objectif n'est pas clair, c'est pas grave. Vous choisissez ce qui s'en rapproche le plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des conseillers d'orientation à l'intérieur de nos centres qui sont là pour vous accompagner et vous aider à mieux définir votre projet. Mais on a quand même besoin d'avoir une idée au moment de l'inscription, pour être capable de bien vous orienter. Une fois qu'on sait quel est votre objectif, on est rendu à déterminer avec quel horaire vous souhaitez faire vos cours pour pouvoir commencer à planifier un petit peu le squelette de votre formation, le squelette de votre passage dans nos centres. Alors, vous avez choisi les berges de Tremplin L'impulsion, vous devez faire un choix d'horaire. Comme vous voyez à l'écran, nos horaires sont diversifiés, sont variables d'un centre à l'autre. Il est possible de choisir un temps plein de jour. Si vous souhaitez le temps partiel, là, vous avez même le choix entre le jour et le soir. Le temps plein de jour s'offre de différentes façons, à raison de 20 heures, 24 heures ou 30 heures. Donc, ça peut être sur 4 jours, sur 5 jours, seulement la demi-journée, dépendamment des centres. Le temps partiel peut même représenter seulement 2 jours, dépendamment du centre que vous avez choisi. Et le soir se donne généralement à raison de 3 soirs semaine, lundi, mardi, mercredi. Donc, on vous invite à réfléchir à vos contraintes d'horaire et tout ça, parce que l'horaire que vous allez choisir, je le répète, devrait être maintenu pendant la session complète. Pour vous donner une petite idée, pour préciser tout ça, en fait, les horaires de jour, on a 3 périodes par jour. Donc, si je choisis de venir de jour, je pourrais choisir de commencer mes cours à 8 heures le matin. Je pourrais choisir, si je suis plutôt du type lève-tard, de commencer ma formation à 10h25. Donc là, je vais être encore à temps plein, mais je vais être 20 heures semaine au lieu d'être, exemple, 24 heures ou 30 heures. Et je pourrais choisir d'être en temps partiel et de venir seulement l'après-midi parce que je travaille de nuit, parce que je travaille le matin, et faire seulement 1h30 à 3h30, c'est possible aussi. Donc, on a plusieurs horaires pour lesquels il est possible de faire des adaptations. Et si jamais aucun de ceux-là vous convenait ou vous avez besoin de trucs plus adaptés encore, bien, en rencontrant la direction avec certaines justifications, il est possible de faire des exceptions. Mais ce sont vraiment des exceptions. Alors, le conseiller d'orientation connaît votre objectif, connaît l'horaire que vous avez choisi. Maintenant, il peut prioriser les matières que vous avez à faire pour optimiser votre passage à l'éducation des adultes. Donc, tant que vous avez du français, des mathématiques et de l'anglais à faire, c'est certain que ce sont ces matières-là qui vont être mises à l'horaire. Tant que vous en avez à faire, c'est la priorité 1. Une fois que c'est bien entamé, bien avancé, presque complété, voire même terminé, on s'en va dans la priorité 2, qui est l'histoire et la science et technologie, qui sont faites généralement lorsque nos matières de base sont bien acquises. Et après tout ça, bien, on peut commencer à jouer dans les cours optionnels. C'est certain qu'il peut y avoir des exceptions dépendamment de ce que vous avez à faire comme matière. Il faut retenir que français, anglais, maths, c'est vraiment la priorité dès votre arrivée à l'éducation des adultes. Si vous choisissez de venir à temps partiel, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez faire 1 ou 2 matières à la fois maximum. Si vous choisissez de venir à temps plein, vous allez faire 2 ou 3 matières à la fois maximum. C'est très différent du secteur jeune où est-ce que les matières sont faites de façon simultanée. Vous avez du lundi au vendredi 7 ou 8 matières qui s'entrecroisent.
À l'éducation des adultes, c'est vraiment très différent. On va focusser sur une ou deux matières. On va faire les matières une à la fois, une après l'autre. Donc, lorsque j'aurai fini mon français, si je suis à temps partiel, c'est là que je vais commencer mes mathématiques. Lorsque j'aurai fini mes maths, c'est là que je ferai mon anglais. Donc, on les fait vraiment une après l'autre. Je vous donne un exemple. Un élève qui prendra un horaire de 30 heures semaine pour être un petit peu comme il était au secteur jeune, du lundi au vendredi, de 8 heures à 3h30. Il y a 3 périodes par jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je commencerai en français à 8 heures, toujours en français à 10h30, peut-être en mathématiques en après-midi. Et ça va être comme ça du lundi au vendredi. Chaque journée est identique. Il n'y a pas de modification dans la semaine. Donc, mes 3 périodes vont être les mêmes à chaque semaine. Lorsque mon français sera terminé, on va remplacer mon bloc de l'avant-midi par de l'anglais, par exemple. Alors, je pourrais faire anglais, après le dîner, m'en allant en mathématiques. Lorsque j'aurai fini mes maths, on s'en va piger dans ce qui reste. Donc, peut-être que ça va être de l'histoire que je vais faire. Là, à ce moment-là, je vais avoir anglais tout l'avant-midi et de l'histoire en après-midi. Donc, au final, on va arriver au même objectif. Tout va avoir été terminé. Simplement, on va se concentrer pour les faire une après l'autre et on évite les matières en simultané. J'en profite maintenant pour vous présenter brièvement les règles d'obtention du diplôme d'études secondaires lors de votre passage aux adultes. Vous allez pouvoir noter les petites différences qui sont par rapport au secteur des jeunes. Alors, français 5, anglais 5, mathématiques 4e secondaire et histoire 4e secondaire, c'est la même chose que le secteur jeune. Là où la différence se situe, en fait, c'est que la science et technologie n'est plus une obligation au secteur adulte. On est obligé de compléter des unités dans la catégorie maths, sciences et techno. Donc, un élève qui aurait de la difficulté en sciences, qui ne souhaiterait pas aller au collégial, pourrait choisir de la remplacer par des mathématiques ou de l'informatique. Il faut vraiment faire attention quand on joue avec cette règle-là, puisque, comme je l'ai dit, ça n'ouvre pas les portes du collégial. Et ensuite, on a des unités optionnelles à choisir en 4e et 5e secondaire pour arriver à un total, comme au secteur jeune, de 54 unités, en ayant fait au moins 20 de 5e secondaire. Donc, la grande différence que vous avez peut-être remarqué, c'est que les cours d'art, les cours d'éthique et culture religieuse et les cours d'éducation physique ne sont plus une obligation au secteur adulte. Certains de ces cours peuvent être offerts au secteur adulte, mais sans que ce soit une obligation pour l'obtention de votre diplôme. Et là, je vais faire une dernière parenthèse avant de passer au contenu suivant. Là, je m'adresse aux élèves qui visent le DEP, qui ont l'intention d'aller chercher une formation d'études professionnelles, parce qu'il y a une règle qui est vraiment intéressante pour la double diplomation, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir 2 diplômes à l'aide de votre DEP, puisque si je fais français 5, anglais 5, maths 4 et un DEP, j'obtiens aussi mon DES. Le DEP vient remplacer l'obligation de faire histoire, maths, sciences, techno et remplace également toutes les unités optionnelles. Donc, si vous visez le DEP, j'ai souvent des élèves qui me disent « je finis tout mon secondaire 5, je veux mon DES, puis après ça, je m'en vais au DEP ». Ce raccourci-là existe et généralement, il y a beaucoup d'élèves qui ne le savent pas en fait et on leur apprend à leur arrivée aux adultes. Donc, j'en parle aujourd'hui. Je sème l'idée dans vos têtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler avec vos conseillers d'orientation. Mythes et réalités. On entend toutes sortes de choses sur l'éducation des adultes. Plusieurs sont fausses. C'est l'heure de défaire les préjugés et d'apaiser vos inquiétudes, je l'espère en tout cas. Donc, mythe ou réalité? L'éducation des adultes, c'est pour les décrocheurs. C'est un mythe, c'est un très grand mythe. Vous l'avez vu, je vous l'ai présenté au début de la conférence. La clientèle est très variée. C'est une clientèle qui arrive avec différents objectifs, différents buts, qui s'inscrit pour différentes raisons et différents bagages. Donc, si on fait juste penser aux élèves inscrits en francisation, aux adultes qui viennent chercher une qualification pour aller sur le marché du travail, qui viennent développer des compétences pour le marché du travail, puis on pense aux élèves inscrits en formation générale, à l'intégration sociale, ça fait qu'on a une clientèle qui est très variée. Ça fait une belle diversité dans nos centres. C'est vibrant, c'est vivant et c'est enrichissant de voir tous ces gens-là qui sont là pour différentes raisons et qui cohabitent et qui coexistent et qui peuvent participer même à des activités tout le monde ensemble parce que tous nos milieux se mélangent au quotidien. Donc, c'est très beau à voir. Mythe ou réalité, je vais pouvoir travailler à mon rythme. Je vais dire réalité, mais il faut faire attention, vraiment, il y a un peu des deux, mythe et réalité dans ce cas-là, parce qu'il y a un rythme qui est attendu par le ministère de l'Éducation. Donc, le ministère de l'Éducation nous dit, c'est important de savoir que chaque cours qui est divisé en plusieurs modules, chaque module a un nombre d'unités qui est rattaché, qui est relié. Donc, si je dis par exemple français 5, qui est divisé en 4 modules, pour un total de 6 unités, on est capable d'estimer à peu près la durée du cours parce qu'on se dit 6 unités fois 25 heures de travail, français 5 devrait durer environ 125 heures, devrait exiger environ 150 heures de travail. Donc,
Est-ce que je travaille à mon rythme? Oui et non. Si mon enseignant juge, et si moi et mon enseignant, en fait, on juge que je suis prête à aller en examen, que toutes mes activités sont faites, mes notions sont bien maîtrisées, oui, je devrais pouvoir aller en examen bien avant mon 25 heures de travail. Ça se peut que je finisse bien au-delà, bien avant mon 150 heures total pour mon français 5. Mais attention, c'est aussi un couteau à double tranchant parce que si j'ai des difficultés, bien, mon enseignant va m'accompagner pour que je fasse des activités supplémentaires, pour m'accompagner dans mes apprentissages. Il sera présent tous les jours. Mais tôt ou tard, une date d'examen risque d'être imposée parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les dates fixées par le ministère de l'Éducation tout au long de l'année comme au secteur jeune qu'il n'y a pas quand même un moment où on n'a pas le choix de faire tomber l'examen, de fixer tout ça et de passer à un autre module. Alors, à la grande question très populaire, combien ça va me prendre de temps pour compléter mes études quand je m'inscris à l'éducation des adultes, je vous ai un petit peu donné les ingrédients pour arriver à l'équation finale. Donc, on peut calculer, grosso modo, 25 heures de travail fois le nombre d'unités que vous avez à faire, et on divise ça par le nombre d'heures semaine que vous êtes prêt à allouer à vos études, l'horaire que vous avez choisi normalement. Donc, je reprends mon exemple de français 5. Le même élève aurait en plus maths 4 à faire. Mathématiques CST 4 a 4 unités et exige environ une centaine d'heures de travail. Donc, ma centaine d'heures en maths 4 plus mon 150 heures en français 5, on serait à peu près à 250 heures de travail. Je divise ça par un horaire de 20 heures. Et là, ça nous donne environ 8 semaines de travail. Donc, j'aurais besoin techniquement de 2 mois avec un horaire à temps plein à 20 heures semaine pour compléter français 5 et maths 4. Attention, ça dépend des élèves. Ça dépend de la priorité que vous allez accorder à vos études. Ça dépend du sérieux que vous allez mettre que vous allez accorder à votre formation, que vous allez mettre dans votre projet de formation. Et ça dépend de votre niveau d'autonomie, de votre gestion du temps. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, ça nous donne une idée quand même de ce que ça pourrait représenter. Certains vont être plus rapides. On voit quand même un bon nombre d'élèves prendre un petit peu plus de temps que ce qui est attendu par le ministère. Donc, c'est important, on va en reparler plus tard, de bien gérer son temps. Méthoréalité, je peux me présenter en classe quand je veux ou m'absenter quand je veux. C'est faux, c'est totalement faux, c'est un grand mythe. Je l'ai dit tout à l'heure, le respect de l'horaire est attendu. Vous vous êtes engagé à le respecter, et ce, pour la session. Lorsque vous vous inscrivez à la session suivante, c'est l'occasion justement de changer d'horaire, d'apporter des corrections si vous le souhaitez. Sinon, il faut voir la direction là, si vous avez besoin d'adaptation. Il faut faire attention. La raison pour laquelle on vous encadre jusque-là, qu'on vous encadre à ce point-là, qu'on prend les présences au quotidien, c'est qu'on veut être sûr de pouvoir faire un suivi avec vous qui va être très serré pour essayer de maintenir votre motivation, parce que le manque d'assiduité, le manque de présence en classe, le manque de sérieux dans vos études, bien évidemment, va nuire à votre rendement et vient fausser le calcul qu'on a fait. On ne parlera pas de 25 heures l'unité si vous êtes tout le temps absent et que vous ne compensez pas par du travail à la maison, évidemment. Encore 3 autres mythes. Alors, mytho-réalité, les élèves sont laissés à eux-mêmes avec leur module. C'est un mythe. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne se retrouve pas à travailler tout seul dans son livre, à devoir se dépatouiller tout seul avec ces notions-là qui parfois sont un petit peu complexes, dépendamment de la matière. Donc, l'enseignant est présent au quotidien pour vous accompagner, pour vous suivre, pour répondre à vos questions. À la FADA, ils sont présents. Je crois qu'ils sont disponibles à tous les jours pour la plupart des matières, dépendamment, c'est ça, de la matière. Alors, vos enseignants sont présents tout le temps. Vous n'êtes pas laissés à vous-même. Et dans certains centres, en fait, il y a même des tuteurs qui sont là pour faire des suivis plus serrés encore. Donc, chaque élève a un enseignant qui est responsable, qui fait le suivi avec la direction de votre rendement, de vos absences et tout ça, et qui, au besoin, vous rencontre pour faire les ajustements possibles et planifier votre évolution dans votre parcours. Mytho-réalité. Le DES obtenu aux adultes a moins de valeur que celui obtenu au secteur jeune. Ça aussi, c'est un mythe. C'est faux. Le diplôme que vous obtenez aux adultes est composé d'à peu près les mêmes choses. On l'a vu tout à l'heure, les règles sont à peine différentes. À une autre époque, c'était très, très différent. Maintenant, les exigences sont aussi élevées aux adultes qu'aux jeunes. Donc, ça a la même valeur, ça ouvre les mêmes portes. Vous avez accès autant à l'AFP qu'au collégial à l'université. Le marché du travail, même chose, le diplôme est pratiquement le même. Physiquement, sur le papier qui sera imprimé, au lieu de voir un J avec 5 qui indique que vous êtes dans le 5e régime du secteur des jeunes, il y aura un A avec un 3 qui identifie le secteur adulte 3e régime. Donc, physiquement, il y a une différence, mais ça ouvre les mêmes portes, c'est la même chose. Mytho-réalité, c'est plus facile aux adultes, je vais comprendre plus facilement. Alors, le dernier, non le moindre, effectivement, c'est un mythe. Le niveau de difficulté des matières que vous allez avoir à faire est identique. C'est la même chose, c'est le même contenu. La seule chose qui change, c'est le type d'enseignement.
on passe en enseignement individualisé. Donc, ce n'est pas un enseignant qui, tout au long de l'année, va guider, va dicter le rythme du groupe, donc votre rythme d'apprentissage. Ce sera à vous de le faire. Donc, les difficultés ne disparaissent pas en arrivant aux adultes, même que pour certains, on en rencontre d'autres. On a plus de difficultés à s'organiser parce que ça demande beaucoup d'autonomie à être un étudiant de l'éducation des adultes. Là, je veux quand même vous rassurer, ça se travaille, ça se construit, ça se développe à travers votre passage aux adultes. On vous donne des trucs à votre arrivée. Les conseillers d'orientation, psychoéducatrices, direction vous rencontrent pour vous donner des trucs pour favoriser justement le démarrage de votre formation à l'éducation des adultes et on est là pour vous accompagner tout au long de votre cheminement. Vos enseignants vont au quotidien vous aider à vous structurer et à vous organiser. Donc, cette autonomie-là va grandir, va fleurir à travers les jours et les semaines de formation. Il faut quand même se le dire. Donc, je disais que pour certains, c'est plus difficile justement à cause de ce point-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour d'autres, c'est vrai que ça va être plus facile. La poursuite de vos études à l'éducation des adultes risque de mieux se passer qu'au secteur jeune parce que peut-être que ce qui vous posait problème au secteur jeune, c'était justement le fait d'avoir 7 ou 8 matières à gérer de front. En ayant tout ça qui se mélangeait dans la semaine, pour certains, ça va être plus facile de se concentrer sur 1 ou 2 matières comme nous, on va le faire justement à l'éducation des adultes. Le système de pré-test vont en rassurer plus d'un, c'est-à-dire qu'avant de me lancer dans mon examen, je sais à quoi m'attendre. Je l'ai essayé avec mon pré-test et si j'ai des choses à retravailler, on s'en rend compte tout de suite avant d'aller en examen. Je vais pouvoir m'améliorer en retravaillant autre chose. Donc, mon professeur prend déjà comme une photo, mon enseignant prend une photo déjà de mes forces et choses qui sont encore à travailler avant de me lancer dans l'examen. Et le fait qu'il n'y ait pas d'examen qui vient récapituler toute la matière de l'année, le fait qu'on fait un module, on fait un examen, on fait un module et un examen, et qu'il n'y a pas un examen 6 mois, 10 mois plus tard, bien pour certains, ça va être facilitant au niveau de la réussite, c'est certain. Ça nous amène à parler des services qui sont offerts dans nos centres de formation. Donc, j'en ai glissé un petit mot là, depuis tout à l'heure. Les conseillers d'orientation et conseillers en formation sont présents dans chacun de nos centres pour vous accompagner au niveau de la connaissance de soi, au niveau de la détermination de votre objectif de formation, qui peut changer plusieurs fois dans l'année. Comme pour certains élèves, on ne les voit juste pas parce qu'ils arrivent, ils savent où ils s'en vont et c'est très clair, mais d'autres ont besoin de venir valider certaines choses et on est là pour ça. L'accompagnement également des élèves en difficulté se fait par les conseillers d'orientation. Donc, si vous avez des difficultés d'apprentissage, si vous avez besoin de mesures d'adaptation, il faut en parler avec le conseiller d'orientation et on vous demande de le faire dès l'inscription, de fournir vos plans d'intervention, de nous donner tout ce que vous avez qui va nous permettre de vous accompagner à ce niveau-là parce que le plus tôt on le sait, le mieux on va vous accompagner pour démarrer votre formation et on sera justement prêt au moment où vous irez en examen parce que si vous nous en parlez trop tard, malheureusement, on n'aura pas eu le temps de faire tout l'accompagnement nécessaire pour vous autoriser des mesures dès votre premier examen. Je parle d'autoriser des mesures parce que sachez que les mesures que vous avez au secteur jeune ne sont pas automatiquement reconduites au secteur adulte. Le but, ce n'est pas de vous en enlever. Le but, en fait, c'est que puisque le contexte d'enseignement est différent, les difficultés que vous allez rencontrer risquent d'être différentes et on veut être sûr de vous outiller de la bonne façon. Donc, il se peut qu'il y ait des mesures qui soient différentes, il se peut qu'on en ajoute, il se peut qu'on en enlève. L'idée, c'est de s'assurer que pour le travail que vous avez à faire maintenant que vous êtes rendu dans l'un de nos centres, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour favoriser votre réussite? Donc, on vous demande de nous donner de nous informer, en fait, nous ou vos enseignants, et justement, on travaille de concert avec les enseignants là, pour s'assurer que tout ça se passe bien et faire une belle évaluation avec votre collaboration, évidemment, de vos besoins. En plus des conseillers d'orientation au secteur adulte, on a des psychoéducateurs et des agents de réadaptation qui sont présents pour vous accompagner lorsque vous rencontrez des problèmes d'ordre psychosociaux, des obstacles au niveau de votre vie personnelle qui arrivent à tout le monde, tôt ou tard, un jour ou l'autre, plusieurs fois parfois. Donc, nos intervenants sont là, psychosociaux, pour vous accompagner et vous aider à résoudre ces pépins de la vie qui peuvent arriver en cours de route. On a la chance d'avoir, à certains moments, à temps partiel, en fait, une collaboration avec certains services externes. Donc, le CI3S, le CJE nous prête parfois certains intervenants. Donc, dépendamment des centres, ça peut varier. Dans certains centres, on a une infirmière ou une travailleuse sociale qui sont présents à certains moments, avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, on approche de la fin de la conférence. Je vais vous résumer un petit peu les trucs que j'ai nommés, les trucs et astuces pour favoriser votre réussite. Je les ai nommés un petit peu tout au cours de la conférence. Je veux simplement qu'on les revoie ensemble pour nommer les grandes lignes. Donc, la gestion du temps.
Évidemment, la gestion du temps, l'organisation de ce que vous avez à faire, la planification de votre travail, estimer quand devrait avoir lieu mon examen, vous êtes capable de le faire. Je vous ai donné la formule, 25 heures fois le nombre d'unités. On est capable de savoir quand est-ce que le ministère s'attend à ce que j'aille en examen. Donc, c'est important de le faire. L'utilisation des outils, on va vous en parler à votre arrivée en centre, mais d'utiliser, d'utiliser déjà après ma barre l'agenda pour structurer le travail qu'on a à faire, se faire un échéancier avec les profs. Donc, la gestion du temps, c'est super important et on vous accompagne là-dedans. Consulter les enseignants, évidemment, c'est une ressource inestimable, incontournable à l'éducation des adultes. Donc, utilisez-les, questionnez-les, allez les rencontrer. Ils vont venir vers vous un jour ou l'autre s'ils n'ont jamais de nouvelles de vous, c'est certain. Mais attendez pas ce moment-là, allez de l'avant, ça va vous aider à avancer beaucoup plus vite de les consulter de façon régulière. Autonomie sans irresponsabilité, j'en ai parlé, ça prend beaucoup d'autonomie, c'est essentiel. Il faut le développer, il faut le cultiver tout au long de notre parcours. L'autonomie est essentielle pour réussir à l'éducation des adultes. Un projet de formation réaliste et stimulant, savoir où on s'en va et se fixer un objectif atteignable pour rester motivé, c'est important. Nos conseillers d'orientation sont là pour vous accompagner justement tout au long de votre formation si vous avez besoin de redéfinir ce projet-là, si vous vous dites, bon, ben, finalement, c'était peut-être pas si réaliste que ça ou j'ai complètement changé. Bref, nos conseillers d'orientation sont là. C'est important d'avoir un projet de formation qui nous plaît. Le soutien de l'entourage, mettre dans le coup les gens qui sont proches de vous pour vous aider à maintenir le cap, pour vous aider en fait à rester motivé puis à continuer de mettre comme priorité vos études si c'est ça votre objectif. Exemple, de vous rendre dans un DEP à l'automne prochain ou au mois de mars, parce que les DEP, évidemment, on peut s'y inscrire un petit peu en tout temps. Donc, d'avoir des gens proches de soi qui nous encouragent et qui nous empêchent de dévier un petit peu, bien, ça peut être un super bel outil. Conciliation travail-études, les saines habitudes de vie. Bien évidemment, c'est super important, là, je ne vous apprends rien, d'avoir une bonne nuit de sommeil, de bien s'alimenter lorsqu'on vient à l'éducation des adultes. Comme au secteur jeune, ce n'est pas parce qu'on vieillit que c'est moins important, au contraire. Et nos conseillers, nos psychoéducatrices, psychoéducateurs et agents de réadaptation ont accès à des outils. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous rencontrez des pépins à ce niveau-là, bien, on a des gens dans l'équipe qui ont accès à des services, qui ont accès à des banques alimentaires et qui vont pouvoir vous aider pour vous dépanner, pour que tout ça se passe bien pour vous à travers vos études. Parce que si vous avez des soucis de cet ordre-là, bien, c'est certain que la priorité ne sera pas mise sur les études à ce moment-là. La conciliation travail-études, sujet délicat. Plusieurs d'entre vous ont besoin de travailler, c'est certain. Chacun a sa réalité, on le sait. Moi, je veux juste vous sensibiliser en vous disant que la semaine combinée, le nombre d'heures combinées, travail et études, ne devrait pas excéder 40 heures. Donc, ça veut dire que si je prends un horaire de 20 heures d'école par semaine, il me reste 20 heures pour aller travailler de mon emploi étudiant pour ne pas excéder 40 heures semaine. De la même façon, si je prends un horaire de 30 heures, faites le calcul, il me reste seulement 10 heures pour aller travailler à l'extérieur pour ne pas nuire à mes études. Parce que si je suis fatiguée, la première chose qui va en payer le prix, c'est certain que c'est ma concentration et mon rendement à l'école. Je vais sûrement être capable d'être présente quand même, mais est-ce que je vais être capable de fonctionner et d'assimiler les notions? Probablement pas. Donc, retenez le chiffre magique qui est 40 en tout et voyez ce qui est possible de faire si vous souhaitez, évidemment, mettre la priorité sur vos études. Alors, en plus des études dans nos centres, bien, il y a également une vie sociale dynamique, qui a déjà été dynamique, en fait, jadis, qui reprendra avec grand bonheur après le contexte COVID, nous l'espérons. Alors, dans chacun des centres, des conférences sont organisées par le personnel professionnel généralement, mais ça peut aussi être par les enseignants ou la direction. Des conférences sont offertes aux élèves afin de vous présenter des métiers, des programmes de formation, des outils d'aide à la réussite. Il peut y avoir différents sujets qui sont traités au niveau des conférences. Il y a des activités socio-culturelles qui peuvent être organisées dépendamment des intérêts des élèves. Les activités sportives, plusieurs de nos centres ont à proximité, ont en fait sur leur campus soit un gymnase, un terrain de soccer, des paniers de basketball. Alors, dépendamment de l'intérêt des élèves, encore là, il y a des activités sportives qui sont possibles sur l'heure du midi ou après les cours. Des sorties éducatives, également, on en fait à quelques moments dans l'année, dépendamment des sujets qui peuvent être touchés. On peut aller faire des visites d'école, on peut aller faire des visites en entreprise, il peut y avoir des visites sous différents thèmes également qui sont pertinents dans le cadre d'un cours. Vous sortez avec un enseignant, ça arrive aussi. Et à la fin de l'année, on prend le temps d'organiser une cérémonie, une petite fête pour effectuer la remise des diplômes, en fait, pour souligner la réussite de nos élèves qui ont atteint leur objectif dans l'année, qui ont complété leur parcours de formation. Alors, on arrive à la fin de la présentation, c'est le temps de parler des inscriptions.
C'est un autre grand avantage de s'inscrire à l'éducation des adultes, en fait, c'est que les inscriptions ont lieu en tout temps. On n'est pas obligé d'avoir pris notre décision maintenant ou avant une date en juin ou au mois d'août, parce que les inscriptions à l'éducation des adultes se font tous les jours, toute l'année. On peut s'inscrire n'importe quand. L'entrée en formation va se faire se fait généralement aux 2 semaines. Donc, vous déposez votre inscription en ligne et le secrétariat se charge de vous informer de la date de début qui est généralement, comme je disais, aux 2 semaines. Et vous pouvez voir, il me semble que les calendriers sont disponibles sur le site ealaval.com pour chaque centre de formation. Ça vous donne une idée à peu près des prochaines dates d'entrée. Les inscriptions se font en ligne et les tarifs, pour vous donner une idée, sont ceux qui sont affichés là. Ces informations-là sont bonnes assurément pour l'année 2020-2021. Ce qui nous attend en 2021-2022 reste à confirmer. Donc, vous aurez assurément l'information mise à jour sur le site EA Laval si jamais il y avait des modifications. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 sessions. Donc, les frais sont payés à 2 moments dans l'année, à raison de temps partiel 20 $ par mois et temps plein 40 $ par mois. On ne paye pas à chaque mois, on paye juste 2 fois dans l'année. Donc, exemple, un élève qui aurait choisi le temps plein va être facturé pour 40 $ par mois. Donc, il fera environ, la facture sera de 200 $ pour septembre à janvier et il y aura un autre 200 $ pour février à juin, la moitié de ce tarif-là, si je suis à temps partiel, évidemment. Et si je m'inscris au mois de décembre, à ce moment-là, la facture va être réduite parce qu'on charge évidemment seulement des frais pour les mois qui sont utilisés. Ces frais-là, en fait, c'est pour couvrir les frais de module, les photocopies, tout ça, tout ce qu'on va vous remettre pour travailler. Il n'y a pas d'autres frais qui sont déboursés dans l'année. Ces frais-là incluent tous les modules dont vous aurez besoin pour faire avancer votre cheminement tout au long de la session. Lorsqu'on s'en va en formation à distance, c'est l'inverse. Par contre, là, on ne paye pas le temps utilisé. Si on veut, on paye vraiment juste les modules qui vont être utilisés. Donc, chaque module, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, mathématiques secondaire 3 a 3 modules. Français secondaire 5 a 4 modules. Chimie, il y en a 2. Donc, chaque module varie entre 10 et 43 $. Donc, et les tarifs sont indiqués sur le site de la formation à distance à partir du site ealaval.com. Si vous voulez vous faire une meilleure idée, une idée plus précise, vous pourrez aller les consulter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun frais d'ouverture de dossier, aucun frais d'inscription ou frais d'examen. Alors, comment s'inscrire? ealaval.com. À partir de ce site-là, vous avez accès à chacune des pages de centre, donc tremplin, impulsion, berge, formation à distance. Vous pouvez le sélectionner et il y a un magnifique petit bouton qui est bleu, il me semble. C'est indiqué « Je veux m'inscrire ». En cliquant là-dessus, vous allez remplir le formulaire en ligne, fournir les documents demandés, donc bulletin et tout ça là, pour analyser votre dossier. Et une fois que votre formulaire est bien rempli et envoyé, il y a une secrétaire qui le reçoit et qui vous contacte pour vous donner les détails pour la marche à suivre, c'est-à-dire vous devez vous déplacer quand pour venir faire votre paiement, on vous remet vos modules, vous commencez quand, tous les détails pertinents vont vous être donnés lors de cet appel-là. Soyez pas étonnés, il peut arriver qu'un conseiller d'orientation vous appelle aussi s'il a besoin de précision pour clarifier votre objectif, parce que dépendamment de ce que vous allez avoir dit, les conseillères d'orientation vont mettre les cours appropriés dans votre dossier et parfois on a besoin d'avoir un petit peu plus de détails. Si vous avez besoin de plus d'informations avant de vous inscrire, toujours sur le même site, tantôt je vous parlais du bouton bleu pour vous inscrire, il y en a un qui est orange, peut-être que j'ai inversé les couleurs. Le bouton orange, c'est écrit « Je veux de l'information », j'ai besoin d'informations. Donc, en cliquant sur celui-là, vous allez pouvoir remplir le petit formulaire et envoyer votre question à un conseiller d'orientation. C'est chacun de nos conseillers de chacun des centres va recevoir votre question et va prendre le temps de vous répondre, soit par téléphone ou par courriel, dépendamment de vos préférences. Vous pouvez également, en allant sur le site EA Laval, clavarder avec un de nos conseillers. À plusieurs moments dans la semaine, il y a du clavardage en direct qui se passe. Donc, vous pouvez poser vos questions de cette façon-là également. Sans trop m'y attarder, je vous informe que nous avons également un service qui s'appelle le guichet conseil. À partir de ealaval.com, vous avez accès à toutes les coordonnées du guichet conseil. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, vous voulez parler à un conseiller d'orientation, vous avez besoin d'accompagnement avant de vous inscrire, vous pouvez passer par le guichet conseil pour prendre rendez-vous et parler avec un conseiller. Et pour les mêmes, en fait, c'est aussi au guichet conseil que vous devez vous adresser si jamais ce qui vous intéressait, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le TENS pour obtenir l'équivalence de 5e secondaire, le TDG si vous voulez faire le test de développement général en vue d'aller en formation professionnelle, ou encore si vous voulez faire de la RAC, de la reconnaissance des acquis parce que vous avez de l'expérience dans un métier et vous voudriez vous faire reconnaître ces acquis-là. Donc, tout ça se fait à partir du guichet conseil. Le site est super bien fait. En cliquant sur le guichet conseil, vous allez avoir accès pour prendre rendez-vous et répondre à vos questions.
Avant de conclure, je vous invite à aller lire les témoignages de nos ambassadeurs sur le site ealaval.com. On a 5 de nos anciens élèves qui sont super inspirants, qui souhaitent vous motiver à persévérer avec leur histoire. Donc, vous avez accès à chacun d'entre eux si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça peut être de faire un passage à l'éducation des adultes. Alors, ce sont de beaux exemples de persévérance. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et ce sera un plaisir de vous avoir parmi nous, soit d'ici la fin de l'année, si vous êtes éligible, ou encore l'an prochain, dans l'un de nos centres d'éducation des adultes. J'espère vous avoir inspiré et éclairé aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le temps d'y répondre. Alors, on peut commencer avec le clavardage. OK. À la FADA, combien de modules peuvent être faits à la fois? Très bonne question. En formation à distance, combien de modules peuvent être faits en même temps? Il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est la vôtre, en fait. Au moment où vous allez vous inscrire, si vous dites « Moi, je suis prêt à commencer mon français, mes mathématiques et un cours optionnel, les trois en même temps, et même en ajouter un autre », ça peut être fait. C'est vous qui gérez vraiment votre temps à la maison. On n'a pas la contrainte d'horaire qu'on aurait si on est dans un centre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous prenez ce livre-là, il y a un décompte qui commence. Parce qu'on ne vous laisse pas partir avec ça pendant 5 ans sans nous donner une nouvelle. Et vous ne pouvez pas être inscrit à un même cours, justement, à plusieurs reprises sans jamais faire d'examen. Fait qu'il faut seulement se méfier. Les conseillers d'orientation vont vous l'expliquer pour vous conseiller le meilleur fonctionnement possible. On vous suggère de commencer, si c'est votre première fois, de commencer avec un module ou deux. Vous pouvez venir en chercher en tout temps. Une fois que votre dossier a été analysé, tout ça est dans le dossier. Si vous voyez que je travaille dans mes choses, il me reste du temps, j'ai encore de l'énergie pour travailler dans mes modules, mais j'aimerais ça changer de matière, bien parfait. Vous passez au secrétariat, la secrétaire est là pour vous remettre le prochain. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le processus, c'est dans votre dossier. Alors, le nombre de modules qu'on peut faire en même temps, c'est vous qui prenez la décision. Quel centre c'est préférable d'aller pour obtenir des préalables pour le collégial avant l'automne, donc pour les cours d'été? OK. Les cours d'été, effectivement, une autre très bonne question. Dans quel centre est-ce que je devrais m'inscrire si je veux compléter des préalables avant l'automne? L'éducation des adultes ne sert pas vraiment à ça. C'est-à-dire que les cours d'été sont réservés à des élèves qui auraient fait la formation tout au long de l'année aux adultes et qui auraient un module peut-être à terminer avant la fin de l'année. Et non pas 3 modules de maths secondaire 3 ou maths secondaire 4, par exemple, ou tous les modules de français 5. Il faut faire attention. Donc, les cours d'été sont réservés aux élèves qui ont fréquenté toute l'année l'éducation des adultes, pas aux nouveaux élèves qui arriveraient du secteur jeune. Il y aurait possibilité de se dire, je m'inscris en formation à distance et je vais travailler dedans cet été. Par contre, tous nos services sont ralentis pendant l'été, il faut le savoir. La salle de test étant... Je ne sais pas ce qui va se passer cette année. L'année passée, la salle de test est restée un petit peu ouverte. Les enseignants ont travaillé une partie de l'été. Mais c'est quand même risqué de se dire, oui, j'aurai le temps de faire toute ma physique pendant l'été, parce que les laboratoires et tout ça, ça ne roule pas nécessairement à plein régime comme on le connaît dans l'année. Fait que compléter un cours d'été en vue de l'admission à l'automne, on n'est pas la bonne ressource, malheureusement. Il faut plus se tourner vers les ressources du secteur des jeunes qui sont offerts en cours d'été, vraiment formule jeune. En général, il y a combien de modules dans une matière? En général, dans une matière, je vais donner quelques exemples. En mathématiques, secondaire 1-2, on a 2 modules chacun. En secondaire 3, on en a 3. En secondaire 4 et 5, on en a 3 aussi. Français est différent. Français secondaire 3 a 6 modules. Français secondaire 4 en a seulement 4. Français secondaire 5 aussi. Ce sont des grosses matières avec beaucoup de matières. C'est des gros cours avec beaucoup de matières, justement, qui a été divisé en plusieurs petits modules. Si je pense à anglais aussi a 4 modules. C'était pas un bon exemple pour faire changement. Chimie, physique en ont seulement 2. La science peut en avoir 2 si on parle de sciences et technologies. Si on pense à sciences et technologies de l'environnement, bien là, on remonte à 4 modules. Fait qu'on pourrait dire que de façon assez répétée, on a 4 modules par matière. Ça arrive assez fréquemment. Les cours optionnels, c'est vraiment l'exception. Ces cours-là sont pas divisés en autant de modules. Souvent, on en a seulement qu'un pour réussir un cours optionnel. Mais les matières de base en ont plusieurs. Est-ce que tous les modules ont la même longueur? Non, les modules n'ont pas tous la même longueur. Certains modules, exemple en français, peuvent avoir une seule unité, 25 heures de travail. Même chose en anglais, ça peut arriver. En chimie physique, les modules ont 3 unités chacun. Donc là, on parle vraiment de quelque chose, j'allais mimer ça, mais effectivement, c'est vraiment plus gros. Là. On parle de beaucoup plus de contenu. Donc, chaque module pourrait avoir 1, 2, 3, 4 unités. Ça peut arriver. Donc, ils sont tous différents. Dans le fond, ce qu'il faut retenir,
c'est le nombre d'unités pour chaque matière qui compte. Oui, c'est ça. Donc, si on se dit, exemple, le français secondaire 3 va avoir à peu près 9 unités, mais français secondaire 4 et 5 ont chacun 6 unités. Il ne faut pas tant voir la grosseur des modules comme l'ensemble du cours. C'est ça, il faut voir l'entièreté du projet dans lequel on s'embarque. Donc, il ne faut pas non plus se faire peur en se disant, mon module est tellement gros, ça va être super long. Des fois, les plus petits modules nous donnent plus de fil à retordre, donc il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on voit. Il faut plutôt le voir globalement avec la durée de l'ensemble du cours quand on additionne toutes les unités. On pose la question s'il y a des épreuves ministérielles de fin d'année. Est-ce qu'il y a des épreuves ministérielles de fin d'année? Non. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'examen récapitulatif de toute la matière, il n'y a pas de date d'examen prévue par le ministère de l'Éducation, il n'y a aucune épreuve ministérielle comme on l'entend au secteur jeune. Nos examens, à la fin de chaque module, la plupart sont des examens du ministère. Donc, c'est pas des examens faits maison pour autant. C'est pas parce qu'on les fait un peu tout le temps dans l'année que c'est pas fait par le ministère. Ce sont des examens du ministère, mais c'est vraiment une autre forme d'examen. C'est vraiment fait autrement. La matière, on la prend par petites bouchées, mais les examens faits en salle de test sont fournis par le ministère de l'Éducation et sont surveillés avec autant de sérieux que vos épreuves ministérielles faites au secteur jeune. On demande comment c'est possible de consulter le contenu d'un module pour évaluer le niveau de difficulté avant de s'inscrire. Pour avoir une idée du contenu du module en question, c'est plutôt difficile, mais parce qu'on n'a pas accès, en fait, on ne peut pas vous les fournir avant l'inscription. Mais par contre, vous savez, une ressource magnifique, c'est le site Alloprof, qui est bon autant pour le secteur jeune que le secteur adulte. On y retrouve tout le contenu du secondaire 1 à 5. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui va être abordé dans ce cours-là, la plateforme Alloprof va vous répondre à votre question puisque les contenus ils sont abordés. D'ailleurs, ça peut être un bel outil en parallèle de votre formation avec nous. Quand on travaille dans nos trucs le soir, on a moins accès à nos enseignants, surtout si on est inscrit dans un centre de jour. J'imagine que certains ont tellement hâte de faire avancer leur module qu'ils en font même le soir. Alors, ça peut être une belle plateforme pour aller chercher, peu importe l'âge, peu importe le niveau dans lequel vous êtes rendu, on y retrouve du secondaire 1 à 5. Donc, si vous voulez avoir une idée du contenu, c'est plutôt là que je vous référerai. Je demande si les examens sont à choix de réponse. Est-ce que les examens sont à choix de réponse? Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Ça dépend de la matière. On a des examens, tout comme au secteur jeune, qui vont être évidemment des examens en français où il y a de la rédaction de texte qui va être à faire, des examens de lecture, pas nécessairement à choix de réponse. Mathématiques, même chose, on va avoir du développement de problèmes, de la résolution de problèmes à faire. Et je pense même aux cours optionnels, souvent ce sont des examens avec beaucoup de textes à écrire. Mais oui, il y a des examens à choix de réponse aussi, pas tous. On a une question sur le taux de diplomation à l'éducation des adultes. Oh, là, j'avoue que je n'ai pas très bien fait mes devoirs avant d'arriver ici. Le taux de diplomation en éducation des adultes, on travaille fort dessus depuis plusieurs années. On visait d'atteindre au moins 80 %. Il me semble, je regarde mes collègues, il me semble qu'on s'en rapproche. Je pourrais répondre à ça, étant donné que les évaluations formatives les préparent tout au long, les gens qui arrivent à l'examen ont des bons taux de réussite. Effectivement, à défaut de pouvoir vous donner le chiffre réel de notre taux de diplomation, je peux assurément vous dire que la réussite est au cœur de nos préoccupations et justement, en faisant les pré-tests avant de se rendre en examen, le taux de réussite de nos examens est très, très bon. C'est certain que là où il ne faut pas se perdre en cours de route, c'est le moment où on prendrait trop de temps avant de se rendre vers un examen, se décourager, abandonner l'école. Donc voilà, on est présent pour vous encadrer. On vous parle justement d'assiduité et d'importance d'être présent pour garder la motivation, pour continuer d'avancer dans votre projet. Alors le taux de diplomation, il est de mieux en mieux. Est-ce qu'on a un taux parfait? Non. Est-ce qu'on ressemble au secteur des jeunes? Oui, assurément. On a des questions sur les manuels. Donc, on demande si c'est les mêmes éditions pour le secteur des jeunes. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu du type de manuels qui sont utilisés? Les maisons d'édition, si je ne me trompe pas, pour ceux qui sont utilisés à la formation à distance sur le site ealaval.com, vous allez pouvoir y avoir accès. Vous voyez avec quelle maison d'édition on travaille. Mais les maisons d'édition peuvent changer à chaque année. Ça dépend de l'enseignant, ça dépend évidemment de la matière. Ce n'est pas nécessairement la même chose qu'au secteur jeune. Oui, ça peut arriver. Je pense à mathématiques enrichies, même mathématiques secondaire 4 avec le nouveau programme qui est arrivé là, depuis quelques années chez nous. On travaille avec pratiquement le même livre que le secteur jeune. La matière est découpée dedans aussi, mais on utilise quand même le même module. Mais ça peut être des maisons d'édition complètement différentes. Donc, ça, vous pouvez vous renseigner au niveau du secrétariat et au niveau de vos enseignants au moment où vous allez vous inscrire. Puis on ne peut pas prendre les mêmes manuels que ceux qu'on utilisait au secteur jeune. C'est sûr que ça ne sera pas adéquat parce que
il faut que la matière soit découpée pour que vous soyez bien outillé avant de vous rendre à votre examen. C'est tout. Alors, on a répondu à toutes les questions dans le clavardage. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à lever la main et à prendre la parole. Je ne sais pas si ça c'est possible. J'avais une question sur l'option de passer les examens sans suivre les cours. Aller en examen sans suivre les cours, ce n'est pas possible. Vous devez quand même être inscrit au cours et c'est l'enseignant qui a la responsabilité de s'assurer que vous êtes prêt avant d'aller en examen. Donc, je ne pourrais pas arriver aux adultes et dire « Moi, j'ai fait tout mon enseignement à la maison, je suis prête, je m'en vais faire tous mes examens pour obtenir mon diplôme. » Sans que personne ne me pose de questions, ça n'existe pas. L'enseignant qui va vous corriger, qui vous autorise à aller en examen, doit s'assurer que vous êtes prêt. Donc, ce qui est possible de faire, assurément, on parlait de s'inscrire à son rythme. En classe, ça, c'est pas possible. Quand je m'inscris, je dois faire mon module, je dois être présent en classe et tout ça. Lorsque je m'inscris à la formation à distance, bien, votre enseignant a quand même la possibilité, a la latitude de prendre le temps de voir avec vous, bien, est-ce qu'il y a des choses par-dessus lesquelles il est possible de passer parce que vraiment, c'est maîtrisé. Donc, une fois que votre maîtrise de la notion a été testée, évaluée, confirmée par l'enseignant, par un pré-test d'ailleurs, oui, on pourrait aller à l'examen. Mais c'est vraiment des cas particuliers parce que, comme je vous disais, la matière, elle est divisée autrement que celle du secteur jeune. Donc, on ne peut pas arriver en disant « Je l'ai déjà tout fait, mon secondaire 5, je veux faire juste mes examens. » C'est certain que ça va être un petit peu plus long que ce que vous vous figurez parce que l'enseignant a le devoir de s'assurer qu'il envoie un élève vers la réussite. Et voilà. Donc, c'est sous certaines réserves. Oui, parfois, les examens pourraient vous être accessibles rapidement, mais c'est vraiment sous certaines réserves parce que c'est l'enseignant qui a le jugement dernier sur tout ça. Alors, je crois que ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Il semble que j'ai répondu aux questions de tout le monde. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, votre participation. Je remercie l'équipe technique qui m'a soutenue tout au long de cette présentation. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuité dans votre cheminement scolaire. Merci.